Tu as raison. Je pense que ce que nous vivons, enfin ce que vivent les Ukrainiens, que nous observons malheureusement pour eux, c'est quelque chose qui devra nous permettre de tirer beaucoup d'enseignements et je dirais d'importer, toutes choses étant égales par ailleurs, parce que je ne souhaite pas qu'on importe la guerre sur notre territoire, mais d'importer un certain nombre d'enseignements. Et vous verrez que cette guerre en Ukraine, certes, est très comment dire, spectaculaire sur un plan cinétique, puisqu'en fait, le cyber ne fait pas la différence. Du moins, il empêche un État de s'effondrer complètement, mais c'est la cinétique qui fait la différence, l'artillerie encore. Mais je pense que dans les années à venir, si on a tiré les conséquences de cette guerre en Ukraine, on verra que les conflits commenceront peut-être de manière complètement différente, et j'aurai l'occasion de vous le dire. Alors, la résilience, la guerre cyber, le cyber à l'épreuve de la guerre en Ukraine. D'abord, je voudrais faire une première remarque. Pardonnez-moi parce il m'arrive de bouillir sur place quand j'entends certaines personnes, y compris des gens que l'on dit qualifiés, vous dire ça y est, c'est la cyberguerre, c'est la cyberguerre. D'abord, quand on parle du mot guerre, on parle de la guerre. Et on ne prend pas la guerre n'importe comment, ça sera pour n'importe quoi. C'est la guerre contre le Covid. Non, la guerre, c'est là où on meurt, c'est là où on détruit. Il faut ramener le mot guerre à sa juste valeur, à sa juste expression. Est-ce que la cyberguerre est possible? Vous verrez, je vais répondre non. Non, en tout cas, pas dans le contexte actuel. En revanche, ce qui est vrai, c'est qu'on a le cyber dans la guerre. Ça, c'est deux choses complètement différentes. Madame Parly, quand elle était ministre de la Défense à l'époque, des armées, elle disait, bon, la guerre cyber a bien lieu, a bien commencé. Mais vous voyez la subtilité de dire la guerre cyber. Elle n'a jamais dit la cyberguerre. Donc ça, je crois que c'est important. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous voulez, on ne sait pas à quel moment on sort du champ de la cybercriminalité pour entrer dans le champ de la guerre, dans le champ du conflit. À quel moment je casse le plafond de verre? À quel moment la cyberattaque atteint un niveau tel que c'est plus la cybercriminalité classique, mais qu'on a changé de registre. Je ne suis plus dans le droit commun, dans le droit du code de procédure pénale, le code pénal, mais que je suis dans le droit des conflits armés, du droit de la guerre, du droit de Genève. Donc ça, je crois que c'est une première chose, c'est quelle est la limite entre la cybercriminalité et le cyber dans la guerre. Si on s'appuie sur la définition donnée par le CICR, c'est-à-dire le Comité international de la Croix-Rouge, qui est dépositaire de tous la Convention de Genève, les protocoles de la Haye, il y a deux conditions en droit international pour qu'il y ait une guerre. Il faut d'une part qu'il y ait des dégâts humains et matériels au moins égaux à ceux qu'on observe dans le monde, dans la guerre classique. Or, aujourd'hui, aucune cyberattaque n'a eu d'effets humains et matériels identiques à ceux qu'on observe avec la guerre cinétique. Deuxième condition, il faut qu'on puisse attribuer. Il faut qu'on puisse dire, cette cyberattaque, c'est tel État qui est à l'origine de cette cyberattaque. Or, aujourd'hui, on sait que tout est mis en œuvre pour tromper l'adversaire. On fait de l'obfuscation, comme on dit, c'est-à-dire qu'en fait, on laisse des traces qui sont des traces qui emmènent celui qui recherche sur des pistes complètement différentes et opposées. Et donc ça, aujourd'hui, je crois que le mot cyberguerre, le droit des conflits armés, ne s'applique qu'à partir du moment où on utilise le cyber dans la guerre, c'est-à-dire qu'en fait, le cyber comme arme, comme on utilise l'artillerie, comme on utilise l'aviation, comme... Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on utilise le cyber dans la guerre, on doit respecter le droit des conflits armés. Et c'est là où on voit que c'est très difficile. Pourquoi? Parce que quand je dis je dois respecter le principe d'humanité, c'est-à-dire qu'en fait les souffrances que j'impose à l'adversaire doivent être limitées, ne doivent pas être excessives. Je ne crois pas qu'on sache aujourd'hui vraiment mesurer le véritable impact d'une arme cyber. Quand il y a eu l'affaire Stuxnet, Obama avait deux outils à sa disposition. Il a choisi le moins dur. Pourquoi? Parce que l'outil qu'on lui proposait était un outil, tiens, il n'y a plus d'écran, mais c'est pas grave, ça va revenir. L'outil qu'on lui proposait, il n'y avait pas de certitude qu'il n'y aurait pas des dégâts considérables, y compris sur des vies humaines. La discrimination
Regardez le problème de discrimination, protection des civils. Regardez comment ça se passe déjà dans le monde cinétique en Ukraine. La proportionnalité. Est-ce que je sais qu'une arme cyber est proportionnelle dans son résultat à ce que je pense avoir mis en œuvre au départ? Vous voyez, ça, c'est des vraies questions. La non-perfidie, par définition, quand je me planque, quand je prends des fausses adresses IP, quand je fais du DNS spoofing, comme on dit, automatiquement, je suis dans la perfidie. Quant à la neutralité, elles en parlaient aux Suisses, demandent-leur si on peut être neutre dans l'espace numérique. Aujourd'hui, c'est pas possible. Alors, le cyber dans la guerre, c'est une réalité. Hein. Vous avez aujourd'hui, tous les états-majors, et il y a les Belges récemment viennent de créer un commandement du cyber, l'armée belge, parce que pour eux, ça devient une des composantes. Alors, c'est pas la 4e armée parce qu'elle irrigue toutes les armées classiques, mais en tout cas, c'est évident. Alors, c'est une réalité, et comme le disait très justement l'amiral Coustillère en 2017, on ne gagne pas la guerre avec le cyber. En revanche, on peut perdre la guerre à cause du cyber. C'est-à-dire qu'en fait, si les Ukrainiens n'avaient pas été capables de maîtriser l'outil numérique, s'ils n'avaient pas été capables de faire preuve de résilience par rapport aux cyberattaques dont ils ont été les victimes, on peut dire qu'ils auraient perdu la guerre. Mais les Ukrainiens ont été capables de résister, d'être résilients par rapport au numérique. Alors, la grande difficulté qu'on peut évoquer, c'est celle de l'offensive. À quel moment, finalement, une action dans le cyber devient une offensive? Et vous voyez, au mois de juin dernier, le général Nakasone, américain, a dit, nous, on a fait des opérations offensives contre les Russes et contre les Chinois, à propos de la guerre en Ukraine, ce qui a fait immédiatement réagir les Russes en disant, si vous avez fait des actions offensives contre nous, c'est que vous êtes en guerre contre nous. Et donc, vous voyez que là aussi, il faut parfois faire très attention aux propos que l'on tient, parce que ça peut donner à l'adversaire, on va dire, des justifications à des contre-mesures sérieuses. Qu'est-ce qu'il disait tout simplement, le général Nakasone? C'est là où il faut faire attention au poids des mots. Il disait tout simplement, nous, on a fait de l'offensive au sens où on est rentré sur les réseaux des Russes pour comprendre les cyberattaques dont on était victime. Mais ça, on le fait tous les jours quand on fait des opérations de police judiciaire. On remonte les traces d'une cyberattaque. Là, c'est pas de l'offensive, c'est couvert par le code de procédure pénale, c'est reconnu par la Convention de Budapest. C'est quelque chose d'internationalement reconnu, sauf par certains pays qui ne reconnaissent pas la Convention de Budapest. Donc, vous voyez que là aussi, on est vraiment toujours dans des questions de limites. Alors, le cyber dans la guerre en Ukraine, la question qui se pose, c'est quand a commencé la guerre? Alors vous allez me dire, la guerre, elle a commencé en 2014 avec la Crimée. Vraisemblablement. Vous allez me dire, la guerre, elle a commencé le 24 février 2022. C'est vrai pour la partie qui nous concerne aujourd'hui. Mais vous voyez qu'en matière cyber, on peut se poser la question de savoir si le cyber n'a pas été un acte préparatoire aux actions cinétiques et à l'action du 24 février dernier, puisque déjà en 2015, on a eu une attaque d'une centrale qui produisait de l'électricité en Ukraine, et surtout en 2017, on a eu l'attaque NotPetya, qui est une des attaques les plus, comment dirais-je, graves qu'on ait pu connaître sur la planète depuis qu'il y a des cyberattaques, et qui a eu des effets considérables, y compris sur les entreprises françaises. Je pense à Saint-Gobain, je pense à Renault, je pense à Altran et bien d'autres. Donc vous voyez que on peut se poser la question à un moment donné, par rapport à une conflictualité, par rapport à un tempo d'un conflit, est-ce que je suis encore dans une phase de cybercriminalité ou je suis déjà dans les préparatifs de la guerre? Alors, le cyber est annonciateur, vous voyez, c'est intéressant parce que quand on voit que Microsoft va détecter, avec son centre de renseignement, de supervision des menaces, des cyberattaques russes, tout de suite, juste avant l'intervention des Russes en Ukraine, parfois quand on dit non, ils vont pas attaquer, ils vont pas faire ceci, il y avait tellement de signes dans l'espace numérique disant le contraire, qu'ils allaient attaquer et qu'ils
tir, non pas d'artillerie, mais le tir de l'artillerie cyber qui permettait d'annoncer la crise. Le cyber dans l'Ukraine, de la guerre de l'Ukraine, touche toutes les couches. Alors, c'est un peu, comment dirais-je, c'est pas très scientifique ce que je vais vous dire, mais le cyber, on peut considérer qu'il y a 4 couches. Une couche matérielle, la couche de l'infrastructure physique, une couche des protocoles, le protocole DNS, protocole Internet Protocol, et puis la couche logique, celle de tous les logiciels, tout ce qui fait fonctionner l'intelligence d'une machine, et la couche sémantique, celle qui est porteur de sens, qui est porteur de contenu. En fait, tout a été sollicité. La couche physique, on voit ici des Ukrainiens qui ressoudent des fibres optiques dans les trous de bombes pour qu'on continue à faire fonctionner Internet sur le territoire ukrainien malgré la guerre. À côté, vous avez, par les Russes, le détournement des flux d'Internet qui avant allait de Kherson vers Kiev et qui après, une fois que c'était occupé, les flux sont partis de Kherson vers Moscou. Vous voyez à peu près le changement quand même par rapport au contrôle des contenus pour tous les Ukrainiens qui sont restés sur le territoire. Les attaques par Dani Service, donc celles par saturation, bien ça c'est une constante et une réalité quotidienne. Et puis, l'utilisation de la couche sémantique, là c'est amusant, c'est des hackers qui ont demandé à des taxis de Moscou au même endroit, si bien que Moscou a été complètement saturé. Et puis là, vous avez une charmante soldate qui a l'uniforme russe et qui, aguiche les soldats russes et sur un réseau social. Et là, vous avez cette femme qui leur demande aux soldats de faire une photo de lui. Bon, il fait une photo. Et immédiatement, avec l'intelligence artificielle, localisation de ce soldat, localisation de sa base, et dans la foulée, tir d'artillerie sur cette base qui est détruite. Donc, vous voyez comment on arrive aujourd'hui à cumuler l'effet des réseaux sociaux et toute la tromperie pour s'en prendre justement aux forces adverses. Ce qui est intéressant, c'est que dans les toutes premières heures, c'est vers le système satellite qui permet de couvrir une grande partie de l'Europe, CASAT, qui a été touché. D'ailleurs, on voit bien le 22 avril, le 24 février, la chute complète de bandes passantes, ainsi de suite, sur les satellites. Avec des incidents d'ailleurs sur le territoire européen. Et qu'est-ce qui a compensé la faiblesse de CASAT? C'est tout simplement Elon Musk avec Starlink, mais on en reparlera après. C'est intéressant, c'est que le smartphone, c'est la deuxième arme du combattant. Vous voyez, imaginez à Verdun que tous les no-poilus aient un smartphone. Et nos fantassins, ils l'utilisent et en direct. Et si vous allez sur un certain nombre de réseaux sociaux, vous avez quasiment la guerre en direct. Parce que les gens ont par exemple une caméra sur leur casque et ils sont en train de filmer leur pénétration dans un bâtiment. Ils sont en train de filmer le Russe ou inversement qui est en train d'être tué ou le char qui est en train d'être détruit. Ce qui est important, et vous voyez, on en a déjà parlé tout à l'heure, c'est l'éruption des acteurs non étatiques. On avait l'habitude de voir des privés dans la guerre, l'industrie d'armement, des acteurs qui, sous le contrôle d'un État, allaient accompagner l'État dans la conduite de la guerre. La guerre, c'est la continuité de la politique avec l'introduction d'autres moyens, des éclosites, la continuité de la politique de l'État, et tous les autres moyens sont à sa botte. Or là, dans l'espace numérique, dans la guerre en Ukraine, on voit des acteurs privés complètement autonomes et qui poursuivent leur propre logique. Alors quand cette propre logique, elle va dans le sens de l'État, tout va bien. Mais quand elle ne va pas dans le sens de l'État, quand par exemple Elon Musk dit « moi j'arrête de payer pour Starlink », là il est comme sacrément gonflé, parce que le financement de Starlink d'Elon Musk, il a été assuré en grande partie à 80% par les États occidentaux, notamment par la Pologne. Alors s'il veut se faire payer en plus par les Américains, ça veut dire une double facture, ça ne va pas. Donc Elon Musk, un conseil, vous faites comme moi, vous refusez d'acheter des Tesla, et comme ça va. Et vous refusez de partir dans sa navette, et comme ça, au moins, ça arrêtera ces bêtises.
Alors, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit apparaître des partisans. Alors, oui, mais les partisans, on a connu ça pendant la guerre. Il y avait les résistants en France. Oui, mais les résistants, ils étaient encadrés, structurés et correspondaient à une logique qui était centralisée sur Londres. Or là, vous avez une logique qui est absolument pas centralisée. Là, vous avez des Biélorusses qui vont faire un travail énorme avant la guerre, en janvier. Ils vont perturber complètement le réseau ferré biélorusse pour empêcher toute la logistique d'aboutir dans l'opération de Kiev. Si Kiev s'en est sorti, comme il en est sorti, c'est parce que les Russes, à un moment donné, sont tombés en panne d'essence. Ils ne pouvaient plus avancer. Et comme ils ne pouvaient plus avancer, ils se faisaient pilonner. Comme ils se faisaient pilonner, ben, il a fallu qu'ils s'en aillent. Donc ça, c'est important. Anonymous qui a dit, ben, maintenant, on va tous attaquer la Russie. Donc en fait, ce sont des gens qui ne se connaissent pas. Ce sont des gens qui ne se connaissent pas, mais qui ont mis tout leur savoir-faire en matière cyber pour attaquer. Là, vous avez, par exemple, ben voilà, c'est l'opération Scorching Hit, pardon. Eh bien, c'est exactement cette opération sur la Biélorussie contre les Russes. Là, vous avez des pénétrations dans le système télé de la Russie où les hackers ont réussi à faire passer des images de destruction en Ukraine. Donc, vous voyez que tous ces gens-là, ce sont des actions totalement, comment dirais-je, non coordonnées, qui ne passent absolument pas par une centralisation nationale. Bon, Starlink, évidemment, là, vous avez Elon Musk qui débarque, simplement, c'est pas gratuit, je vous dis tout de suite, il y a de l'argent derrière, donc il va tout de suite remettre en place le système, mais Elon Musk, il intervient proprio motu, et après envoie la facture aux autres. Là, vous avez un autre point qui est important, c'est la désagrégation des groupes criminels. Parce qu'en fait, jusqu'à maintenant, on avait un groupe Conti qui était connu pour faire des cyberattaques. Eh bien, Conti va se couper en deux, avec d'un côté ceux qui sont pour les Russes, ceux qui sont pour les Ukrainiens. Donc, vous voyez, là aussi, les acteurs privés non étatiques, si on peut dire qu'ils le sont, ils ne le sont pas évidemment, sont divisés. Là aussi, vous avez un autre aspect, c'est la levée en masse. Aux armes, combattants, formez vos cyberbataillons. Bon, très bien. Et là, c'est Mikhail Fedorov, qui est le ministre du numérique, c'est notre Jean-Noël Barrot national, qui dit, eh bien, tous les hackers du monde, eh bien, vous allez vous allier pour servir la cause de l'Ukraine. Et donc, voilà son tweet. Simplement, se pose un vrai problème. Si moi, je suis français, et que par bonne volonté, je dis, je vais attaquer la Russie. Est-ce que je suis un cybercombattant? Non. Je suis quoi? Je suis un cyberdélinquant. Pourquoi? Parce que la France n'est pas en guerre contre la Russie, et quelles que soient les bonnes intentions que je puisse avoir, je commets une infraction contre la loi Godefroy, Code pénal français 321, 1 à 3 et suivant du Code pénal. Et en plus, je pose un problème pour l'État, c'est le règle de la due diligence, de la diligence due. C'est-à-dire qu'en fait, je vais montrer que la France n'est pas capable de protéger son territoire contre des actions menées depuis ce territoire par des personnes sur un territoire qui est un territoire qui n'est pas en guerre contre la France. Et là, en droit international, c'est une faute. Si je suis en Ukraine, alors il y a deux solutions. Ou bien je suis dans l'armée ukrainienne, embauché, encadré, tout va bien. Là, je peux être cybercombattant. En revanche, si je ne suis pas dans l'armée ukrainienne, si je touche une somme importante, alors si je suis un peu le Wagner de la cybersécurité côté ukrainien, à ce moment-là, je suis mercenaire. Donc vous voyez que entre la légalité, si je puis dire, et l'illégalité, il y a parfois un espace extrêmement ténu. Ça, c'est intéressant parce que vous avez les réseaux sociaux qui disent « rentrez donc dans l'IT Army », puis vous avez les mêmes qui disent « rentrez donc dans Cyber Azov », sauf que c'est un truc qui est complètement manipulé par les Russes pour pouvoir attirer les personnes et piéger leur système. Pourquoi c'est intéressant? Plusieurs auteurs ont souligné le caractère exceptionnel du nombre de personnes qui sont rentrées dans cette action. Mais en même temps, on voit apparaître des questionnements, notamment sur le fait que la cible civile de certains hackers pose problème en matière de droit international. Alors, les GAMAM, là c'est encore les GAFAM, mais maintenant on dit les GAMAM à cause de Meta maintenant, est-ce que ce sont des gens qui sont solidaires ou est-ce qu'ils jouent le business? Ça, c'est une vraie question. Et vous voyez, j'ai paraphrasé
Clausewitz, en disant la guerre serait la continuité de leur politique, avec l'introduction d'autres moyens que ceux des États, avec des moyens commerciaux. Vous voyez ? Donc ça, c'est une vraie question. Bon, Twitter va tout de suite mettre en place un réseau Tor pour pouvoir permettre aux Russes de continuer à naviguer sur Twitter sans passer par la censure. Vous avez Google qui va déployer des systèmes d'alerte, qui va retirer l'application, qui permet de suivre les véhicules, suivre les activités sur les routes ukrainiennes. Bon, ça, c'est bien, mais enfin, ça, ils l'ont fait sans l'accord, mais tant mieux, ça va dans le sens de ce qu'on voulait. Microsoft a fait un gros travail en matière de cybersécurité en Ukraine, mais beaucoup d'experts disent, est-ce que c'était pour l'Ukraine ou est-ce que c'était pour le business actuel et futur ? Bon, donc vous voyez qu'il y a quand même une ambiguïté. Et l'autre problème, c'est quel est le lien entre ces acteurs et l'État, et qu'est-ce que l'État peut faire pour empêcher ces acteurs d'agir si ce n'est pas conforme à ses intentions. Là, par exemple, vous avez Apple qui a suspendu les ventes de ses produits en Russie, qui a retiré le réseau social vContact des applis qu'il offre de sa boutique Apple Store. Là, vous avez par exemple Cogent et Lumen qui ont coupé complètement l'acheminement Internet à partir de l'Europe ou d'ailleurs vers la Russie. Ça, c'est vraiment une sanction très importante parce que Cogent et Lumen, c'était vraiment les dorsales essentielles pour la Russie. Alors, l'autre phénomène qu'on observe et qu'on observe de plus en plus, alors que c'est déjà quelque chose qu'on mesurait dans le monde, c'est la fragmentation d'Internet. Internet qui initialement était un espace unique, on voit qu'il se fragmente. Et là, on l'a vu avec les Russes, puisque dès le début de la guerre, ils ont appelé à se replier, pour tous les Russes et les entreprises russes, se replier sur Runet, leur réseau interne, se replier sur les adresses DNS russes, c'est-à-dire, en fait, ne plus être dépendant de l'ICANN, par exemple, pour ce qui concerne les noms de domaine, et puis de rentrer à l'intérieur d'un réseau en principe sécurisé et en principe contrôlé avec le principe, enfin, les Border Gateway Protocol qui permettent de faire les passages entre les réseaux. Donc ça, c'est aussi quelque chose, et à mon avis, on va voir de plus en plus, après la guerre même, cette fragmentation se manifester avec un repli derrière leurs murs de tous les pays totalitaires. Alors ça, c'est clair, la Chine a commencé, encore que la Chine reste quand même assez ouverte sur le monde, notamment pour pouvoir faire du commerce avec les routes de la soie numérique, mais on voit bien cette tentation vers le repli interne d'un certain nombre de pays, et je dirais que plus un pays est démocratique, plus il est ouvert sur le reste d'Internet. Restriction d'accès, c'est pareil, hein, la Russie s'est coupée, Facebook, Instagram, dès le 11 mars, c'est terminé, on peut plus. Alors, ils n'ont pas pu le faire sur WhatsApp et sur Telegram, tout simplement parce que c'est des réseaux chiffrés de bout en bout, c'est beaucoup plus difficile de les maîtriser. Information des informations. Ben, vous voyez, c'est intéressant parce que, bon, je vous ai remontré déjà la photo de l'image passée sur la télévision russe. Ça, c'est le détournement de Google Maps en Russie, où en fait, quand les gens voulaient aller voir le théâtre, machin, ils avaient comme image les destructions en Ukraine. Voilà, si vous voulez, comment la guerre de l'information aussi est passée en Ukraine. La propagande russe, c'est la coupure de RT. Et comment dire, avec la signature de Jean-Yves Le Drian au titre de la présidence française de l'Union européenne, mais vous voyez qu'il a fallu ces jours derniers à Jean-Noël Barrot, c'était le 20 octobre dernier, de demander aux Américains de cesser de diffuser RT France et Sputnik France, tout simplement parce que si eux le font, n'importe qui peut accéder, et donc en fait la mesure qu'on a prise à l'échelle de l'Europe est inefficace. Or, les Américains, pour des raisons constitutionnelles, l'amendement concernant la liberté d'expression, sont très difficiles à convaincre sur la nécessité de contrôler un certain nombre de réseaux sociaux. D'ailleurs, c'est là où ils hébergent le maximum de réseaux terroristes. On sait que c'est aux États-Unis. Bon.
Les réseaux sociaux, adversaires, partenaires. Vous voyez, c'est ça. Quand je vous dis chaque combattant a son smartphone, en fait, il va vraiment utiliser ce réseau social. Alors là, par exemple, les Ukrainiens, bah, ils envoient sur une hotline des infos aux Russes en disant eh ben, rendez-vous, vous aurez tout, vous serez bien, vous serez logé, vous aurez une douche, vous aurez de l'eau, tout ce qu'il faut. Là, ben, finalement, les Russes répondent Meta, Facebook, Instagram sont des organisations terroristes, hein, et ça, c'est assez récent, c'est reconnu. Et puis, bien sûr, on utilise Telegram pour faire la campagne, pour mobiliser. Donc, vous voyez l'importance des réseaux sociaux dans la manière de véhiculer l'information et tout ce qu'on veut faire passer comme vécu, comme récit aux personnes qui sont censées les regarder. Là, par exemple, vous voyez, WhatsApp utilisé par la Russie au début de la guerre pour dire à peu près 5000 soldats, c'est fini. Et puis même, ils ont utilisé l'image de Zelensky pour leur faire croire qu'il fallait eux-mêmes, avec de l'intelligence artificielle, qu'il fallait qu'ils déposent les armes, que c'était fini, on n'en parlait plus. Les trolls, les usines à trolls, bon, ça c'est aujourd'hui quelque chose qui marche à fond, notamment côté russe, hein, parce que justement pour inonder les réseaux sociaux de fausses informations. L'informatique et l'influence, et c'est là où je pense qu'il faut qu'on revienne sur le territoire national. En novembre 2021, la ministre des Armées, Florence Parly, a lancé la lutte informatique d'influence au sein de Comcyber, au sein des armées, c'est-à-dire en fait de plus subir maintenant tout ce qu'on peut recevoir de la part de l'adversaire. Regardez, rappelez-vous cette fameuse, ce fameux charnier construit entièrement par Wagner et compagnie au Mali. Eh bien aujourd'hui, il faut maintenant se battre et se battre sur le terrain informationnel. Et ça, c'est quelque chose de complètement nouveau. Et je pense que la guerre en Ukraine ne fait que renforcer la volonté du gouvernement, la volonté des armées de vraiment développer une nouvelle composante de la cyberdéfense, qui est la lutte informatique d'influence. Alors, ça, c'est un article que j'ai publié il n'y a pas très longtemps, qui s'appelait « Alerte sur le système de traitement automatisé de données le plus sensible ». Ça vous montre quoi ? Ça montre en fait que toutes nos machines sont de plus en plus protégées. Tout à l'heure, nous avions le patron de cyberdéfense, on met des EDR, on met de l'intelligence artificielle, on met plein de choses en amont pour essayer de détecter avant l'attaque. Bon. Et je pense que plus ça ira, plus on va améliorer la sécurité de nos systèmes. Je ne vais pas dire qu'ils seront 100% de cybersécurité. En revanche, la question, quelle sera la cybersécurité appliquée à nos esprits? Est-ce que nous avons des firewalls? Il n'y a plus de discernement, il n'y a plus d'enseignement sur l'esprit critique. Est-ce que nous avons des antivirus de la pensée? Quand vous voyez toutes les bêtises qui sont sur Twitter et que les gens vous disent « Ah, c'est vrai, puisque c'est sur Twitter », vous dites « Il y a vraiment lieu d'être inquiet ». Donc voilà, à mon avis, un point très important, j'aurai l'occasion de dire en conclusion, c'est que si on veut gagner la guerre, il faut commencer par gagner la guerre sur les esprits. Et donc attaquer par la couche sémantique et faire en sorte que l'ennemi n'ait même plus envie de se battre, tout simplement parce que tout ce qu'il aura lu sur les réseaux sociaux suffira à l'en convaincre. L'IoT dans la bataille, ça c'est très intéressant parce que tout à l'heure on parlait de l'hyperconnexion. J'avance. Hein, je pense que l'IoT c'est la 5e colonne. Quand on pense qu'avec la 5G, on va pouvoir connecter 1 million, c'est déjà pas mal, d'objets au kilomètre carré, vous voyez à peu près ce que ça représente en termes d'objets, en termes d'hyperconnexion. Vous voyez que l'hyperconnexion, par exemple, les Russes piquent des smartphones aux Ukrainiens, bah on arrive à les retrouver, vous me direz que c'est normal, hein, mais c'est quand même intéressant, on arrive à suivre les voleurs. Vous allez voir qu'il y a un autre exemple assez marrant. Là, c'est les caméras qui sont sur les drones russes ont été piquées, c'est des caméras très sophistiquées, numérisées, piquées sur les autoroutes de Suède. Vous voyez, donc ça vous montre bien que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ça, c'est très intéressant. Les Russes ont piqué tous les tracteurs agricoles ukrainiens, là où ils étaient, les tracteurs hyper sophistiqués. Sauf que quand ils sont arrivés en Russie en disant « Ça y est les amis, on a la machine à laver, on a le smartphone, on a le tracteur, on a tout », eh ben ils n'ont jamais pu faire démarrer le tracteur. Pourquoi? Parce que John Deere a neutralisé les tracteurs à distance.
Donc ça vous montre bien que à partir du moment où je commence à pouvoir agir sur des objets connectés, je peux le faire dans tous les sens. Ou bien dans le sens qui m'intéresse, ou alors dans un sens contraire à mes intérêts, si l'adversaire neutralise tous mes systèmes d'armes qui fonctionnent de manière connectée. Regardez, là, ce sont des caméras de visiophone dans un immeuble à Kiev. Là, c'est les Russes qui piègent la caméra d'un taxi, d'un véhicule de police à Kiev. Donc, on voit bien au travers de cela que tous ces objets sont des objets espions. Ce sont des objets qui parlent de nous, sans nous, contre nous, malgré nous. Et donc, ça, c'est une vraie question. Vous voyez, par exemple, ça, c'est des soldats dans l'escalier d'un immeuble, et on a d'autres images plus révélatrices de crimes de crimes de guerre, uniquement grâce à ces objets connectés. Alors, ça, c'est le deuxième point. On parle beaucoup des smart cities, mais la vraie question qui va se poser, demain, comment les choses se passent quand on aura des villes hyper connectées, et sur lesquelles on pourra, à titre préventif, commencer par mettre la main sur tout ce qui fonctionne et tout ce qui est interdépendant. Donc, en quelque sorte, bloquer la ville. Donc, bloquer la ville, bloquer les esprits, égale déjà gagner la guerre avant d'avoir engagé le moindre truc. Je passe rapidement sur l'OSINT, l'open source. Ça aussi, c'est une des caractéristiques de ce conflit. Avec, vous voyez, une image d'un hélicoptère qui se crache, et sur les réseaux sociaux, dans les heures qui suivent, voilà l'endroit où s'est craché l'hélicoptère, parce qu'ils ont été capables, avec l'intelligence artificielle, la cartographie, de immédiatement géolocaliser le truc. Ça veut dire qu'en fait, l'OSINT, c'est-à-dire vous, moi, d'autres, on n'en sait rien, sont concurrents des services de renseignement sur le terrain. Vous avez un certain nombre de sites, par exemple le site Oryx, il documente chaque blindé, chaque véhicule, chaque hélicoptère, chaque avion russe qui est détruit. C'est-à-dire que quand on dit il y a 7498 véhicules, avions, hélicoptères de détruits, c'est preuve avec la photo, avec souvent le numéro de référence du véhicule, ainsi de suite. Si vous allez sur War Monitor, eh bien, vous avez pratiquement le conflit en Ukraine, non pas en temps réel, mais presque. Vous voyez. Donc, ça vous montre bien qu'il y a des acteurs aujourd'hui qui racontent la guerre en direct sur les réseaux sociaux et qui sont source d'informations, de renseignements considérables. Bon, là, c'est pareil, nécromanceur. Là, vous voyez, par exemple, les réseaux sociaux, ça rejoint ce que disait tout à l'heure le colonel. Ce sont les techniques qui permettent de documenter les crimes de guerre. Beaucoup de crimes de guerre vont pouvoir être documentés grâce à tout ce qui est véhiculé sur Internet. Voilà, alors je termine là-dessus en disant, j'aime beaucoup cette photo en haut parce que je crois qu'elle résume tout. Elle résume tout, c'est-à-dire en fait un état-major complètement incompétent, avec des outils qui sont peut-être à la pointe, mais pourquoi c'est une surprise? La Russie n'est pas au rendez-vous comme on l'attendait. Impréparation. Une cyberattaque, ça se prépare plusieurs mois à l'avance. Or là, ils ont cru qu'ils allaient réussir avec un blitzkrieg. Donc, ils n'ont pas préparé le truc. Ils pensaient qu'au bout de 3 jours, ils seraient à Kiev. Deuxième chose, l'incompétence ou la surestimation des capacités russes. Ben oui, ça, c'est possible. Peut-être qu'on a cru que leur gesticulation, leur vocabulaire était... Manque d'articulation cinétique-cybernétique. Ma main gauche qui fait du cinétique n'est pas en lien avec ma main droite qui fait du cybernétique. Mobilisation des Russes sur leur propre défense. Ils sont attaqués, les pompiers, on est les pompiers plutôt que d'être les combattants. Et puis, bien sûr, la fuite des compétences. Depuis notamment la mobilisation des 200 000 ou 300 000, le nombre de Russes acteurs du numérique qui a fui le pays est considérable. Donc, en fait, là, on est quelque chose. Bon, soutien international, mais est-ce qu'on a tout vu? Ça, c'est une vraie question. Et je termine, il est 31, pardon d'avoir dépassé d'une minute. En fait, c'est ça, finalement. On voit le bouquin du Chinois, La guerre hors limite. On s'est dit, dans cette cyber, qui est dans une guerre hybride, comment gagner la guerre avant la guerre? Comme je vous l'ai dit, c'est s'en prendre au cerveau, et puis s'en prendre au système, mais au système, pas forcément le système de traitement automatisé de telle entreprise, mais l'hyperconnexion, l'écosystème numérique, qui va être tellement interdépendant, l'un de l'autre, que c'est là où, sans doute, est
fragilité qu'évoquait ce matin notre ami. Et c'est sur cette fragilité que je voudrais quand même vous rassurer en disant que si on a compris tout cela et si on prend des mesures suffisantes dans les mois à venir, dans les années à venir, si on se dote des moyens, et si on fait de la coopération publique-privée à la hauteur des enjeux, eh bien, je dis, pardon, excusez-moi, eh bien, je dis que à partir du moment où on a compris ça, cette coopération publique-privée, qui, je vous rappelle, est à l'origine du FIC en 2007. Alors moi, ça m'amuse beaucoup quand on me parle de coopération publique-privée aujourd'hui. Quand quelqu'un me dit, je vois avec la loi sur le ministère de l'Intérieur, formidable, vous vous rendez compte, la cybercriminalité, c'est la criminalité du 21e siècle. Oui, sauf que c'était le titre du FIC en 2007. Il y a 15 ans de cela. Qu'est-ce qu'on a fait depuis 15 ans? Pas grand-chose. J'en veux pas à ceux qui n'ont rien fait pendant 15 ans ou pas grand-chose. J'en voudrais beaucoup à ceux qui aujourd'hui enfin le découvrent et ne font pas quelque chose. Parce que c'est pas simplement un petit quelque chose qu'il faut rajouter dans la capacité de l'État, c'est beaucoup. Et surtout beaucoup de capacité de l'État à travailler avec le secteur privé. Voilà, donc mes amis, j'ai terminé.